Allô, allô. Merci. Merci Michel Kébli pour cette présentation. L'association des Haratines, je m'appelle Mohamed Yahya Oussiré, je suis président de l'association des Haratines de Mauritanie en Europe. Voilà, on m'a demandé de traiter du thème esclavage et les violations des droits de l'homme en Mauritanie. Voilà, je vais m'y atteler. Donc, la Mauritanie souffre de deux maux, le racisme et l'esclavage. Je vais vous donner une définition de ce qu'est l'esclavage. Excusez-moi. Ah oui, c'est vraiment là. Bon. Je vais vous donner une définition de ce qu'est l'esclavage. L'esclavage est d'abord le droit d'user et de disposer et parfois d'abuser d'une personne qui n'est pas libre dans l'expression de sa volonté. À la différence de la formule contractuelle dans laquelle l'expression du consentement et de la rencontre des volontés crée l'obligation juridique, il s'agit d'un engagement dicté par des rapports de force historiques et matériels, couverts par l'idéologie traditionnelle, légitimés par la mentalité dominante et tolérés par les autorités de l'État. Fin de citation. Donc, l'esclavage, je vais un peu commenter cette citation. Vous savez que l'esclavage ne peut pas exister quelque part sans qu'il soit soutenu par une autorité quelconque. C'est vraiment impossible. Que ce soit une autorité tribale, l'État, il faut toujours qu'il y ait un pouvoir qui soutienne le système esclavagiste. Ensuite, il y a le fait que, contrairement au fait que la volonté des personnes s'exprime, il y a là des contraintes sur une personne. Un contrat est toujours entre deux personnes libres, normalement. Sauf que là, le maître dicte ses rapports de force à l'esclave qui ne peut pas se défendre. Voilà. Et donc, c'est important que dans la définition de l'esclavage, de savoir que cette inégalité de rapport entre le maître et l'esclave qui est très importante, et aussi le fait qu'il y a toujours un État qui soutient le système esclavagiste. Quel que soit d'ailleurs un État, je veux dire une autorité politique qui soutient le système esclavagiste. Sinon, il ne peut pas exister en tant qu'État. Il y a une définition que donne Aristote de l'esclave. Il dit l'esclave appartient à nous. Très important. C'est-à-dire que l'esclave devient non pas un être humain libre, mais une personne qui est propriété d'une autre personne. Cette appartenance est très importante. Vous savez qu'Aristote a vécu 5 siècles avant Jésus. Le même système esclavagiste qui prévalait dans la Grèce antique, c'est ce système esclavagiste qui prévaut aujourd'hui en Mauritanie. Il n'y a pas de différence. J'ai tenté dans ma thèse de faire une comparaison entre le système grec et le système mauritanien aujourd'hui, c'est-à-dire 2500 ans après, vous trouvez exactement les mêmes choses. Ensuite, je vais vous donner une définition du racisme. Excusez-moi, une définition du racisme. Alors, je prends une définition d'Albert Mimi. Albert Mimi est un écrivain tunisien qui donne une définition simple. Le racisme est l'exploitation profitable d'une différence. Le racisme est l'exploitation profitable d'une différence. La différence peut être l'origine de problème ethnique, ça peut être culturel, ça peut être une infirmité, ça peut être un problème de quelqu'un qui a des problèmes par rapport à la personne qui veut exercer le racisme. Et donc,
c'est le fait de profiter des différences que quelqu'un a par rapport à vous pour exercer sur lui ce racisme. Voilà. Et Christian de la Campagne dit le racisme est la haine de l'autre. Le racisme est la haine de l'autre. Donc c'est aussi une définition du racisme. Voilà. J'ai toujours, enfin depuis 1999, j'ai établi une typologie de l'esclavage en Mauritanie, et notamment l'esclavage maure, qui se compose pour moi de 5 formes. Il y a l'esclavage traditionnel, il y a l'esclavage moderne, qui s'applique aussi en Mauritanie, il y a le néo-esclavage, il y a l'esclavage politique et l'esclavage administratif. Je vais traiter ces différents aspects, et surtout je vais m'appuyer sur l'esclavage politique et l'esclavage administratif pour montrer le caractère racial de cet esclavage, mais aussi le caractère insupportable de cet esclavage. Alors l'esclavage traditionnel, vous savez, c'est vraiment des êtres humains, enfin, des personnes qui appartiennent réellement à d'autres, qui exercent eux tous les pouvoirs possibles. Ils travaillent sans être payés, ils peuvent être loués, ils peuvent être donnés, ils peuvent être prêtés, échangés, etc. On fait d'eux ce qu'on veut. C'est vraiment l'esclave est un meuble, l'esclave est un objet dont on dispose à sa guise. On en fait ce qu'on veut. Et il travaille là où vous le destinez, là où vous le dites travailler. Comme dans l'ancien système grec, parce qu'il y a une tendance à dire est-ce que ça ne se confond pas avec l'esclavage moderne? Enfin, non, ça ne se confond pas avec l'esclavage moderne. Ça, c'est l'esclavage le plus primitif, le plus ancien qui puisse exister. C'est cette forme qui existe en Mauritanie. On a des êtres humains qui sont propriétés d'autres personnes qui exercent ce pouvoir de faire d'eux ce qu'ils veulent et qui leur nie tout caractère humain. C'est excessivement important. Ensuite, comme la Mauritanie était essentiellement, ou en tout cas les Maures qui pratiquent l'esclavage, dont qui nous intéressent ici, sont des Bédouins, avant la création des villes et avant les années 60, alors ils ont effectivement émigré, ils sont venus vers les villes et ils ont amené avec l'esclave. Dans les zones rurales, les pratiques esclavagistes consistaient souvent à d'abord faire les travaux domestiques, à s'occuper des animaux, à s'occuper des puits, à faire des caravanes. Tous les travaux liés aux zones rurales étaient pratiqués par l'esclave. La cuisine, tous les travaux qui intéressaient la vie rurale. Mais quand aussi les Maures sont venus en ville, et contrairement à ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la ville qui commande les zones rurales, mais l'inverse, parce que vous savez, en Mauritanie, les féodalités qui habitent dans les zones rurales commandent la ville. Et ils viennent, mais ils retournent aussi aux zones rurales. Ils ont leurs esclaves aussi bien en ville que dans les zones rurales. Et donc, cette féodalité qui dirige la Mauritanie, qui possède des esclaves, dont les fils sont en fait les dirigeants politiques, a le pouvoir en ville, mais a aussi le pouvoir dans les zones rurales. Et ces esclaves sont aussi bien en ville que dans les zones rurales. Donc c'est très important. Les Maures qui sont venus à la suite de l'indépendance en 1960, ils sont venus, la mentalité n'a pas changé, contrairement à ce que par apporter les villes. On disait jadis, la ville c'est différent de la campagne, la ville c'est différent de la province, alors que là, non, il y a massivement des Maures qui sont venus en ville, ils ont emporté avec eux leur mentalité, et cette mentalité s'est transposée simplement dans les villes, et elle existe aujourd'hui. Vous ne trouvez pas une maison à Nouakchott sans qu'il y ait des petits esclaves à côté. Prêtez attention,
vous allez les voir, ils sont là, et ils sont les esclaves de cette famille-là qui est dans une grande maison, où sortent et viennent des petits esclaves ou des grands esclaves, des femmes, des hommes, qui sont à leur service. Donc, il y a une transposition nette et claire de l'esclavage des zones des villes vers la ville. Voilà. Ça, c'est l'esclavage traditionnel. L'esclavage moderne, vous savez que dans l'esclavage moderne, on a compris que, enfin, on l'a surtout vu et constaté dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, où les gens profitent de certaines situations que vivent les êtres humains, que ce soit l'absence de papier, où les gens sont dans une situation irrégulière, où les gens ont le fait de l'ignorance d'un certain nombre de règles pour exercer sur soi une situation. Mais assez souvent, et notamment en France, par exemple la France, on a un état de droit où quand les choses anormales sont constatées et sont portées devant la justice et sont tranchées. Et la personne qui exerce cette forme d'esclavage est souvent punie, etc. En Mauritanie, malheureusement, cette forme d'esclavage traditionnelle touche tous les Noirs. Tous les Noirs, Haratin compris. Il s'agisse des Poulards, des Soninké, des Wolofs, des Bambara ou des Haratin, ou même des étrangers. Les étrangers qui viennent de passage en Mauritanie, on peut parfaitement les faire travailler pendant 6 mois, 10 mois, et après, il dit, bon, quand le monsieur demande son dû, on lui dit non, tu ne dois rien. On l'accuse de vol, on l'amène à la police, et malheureusement, il va faire 1 mois ou 2 de prison, et après, il va se sauver, il laisse la sauver. En 1993, je suis venu avec le ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, Sambala Milmani. Et le président de Guinée-Bissau, Nino, à l'époque, m'avait demandé de l'accompagner. Il a fait une mission à Nouakchott de 3 jours, et le deuxième jour, il a souhaité rencontrer les Pisséo-Guinéens. Il faut quand même que je vous rappelle qu'à Guinée-Bissau, il y a une communauté importante de Mauritaniens qui vivent tranquillement, qui ont des boutiques, qui prospèrent, etc. Et que la moindre des choses, c'est qu'il y ait un traitement réciproque en Mauritanie à l'égard de ces citoyens-là. Or, à ma grande déception, j'ai découvert que le deuxième jour donc, il a demandé à voir sa communauté. La direction de la sûreté nous a aidés à les réunir rapidement. Et il a rencontré 181 personnes guinéennes, 181 de ses compatriotes. Et ils ont posé des problèmes énormes, dont notamment le fait 60 cas qui sont là, où les gens ont travaillé, qui n'ont pas été payés, on les a chassés, ils ont connu la prison. Et à l'époque, le ministre de la Défense était monsieur, parce que le Sambel Amoumane est le ministre de la Défense de Guinée, son homologue était Ahmed Oumni. Ahmed Oumni, je l'ai connu en tant que ministre des Affaires étrangères, et j'avais beaucoup de respect pour lui. Et ce problème a été posé, on a découvert, plus grave, que 30 cas, c'est-à-dire la moitié, étaient du fait des officiers de l'armée mauritanienne. 30 cas du fait des officiers. Et le ministre Mouni avait dit, ce problème va être réglé, Et bien, on est rentré avec le ministre, enfin, en Guinée-Bissau, parce qu'il était à l'époque consul là-bas, et il m'a dit, écoute, je te fais confiance, tu me suis ce problème-là. Et de temps en temps, je téléphone. Et un jour, on me dit, Al-Khatri Oujidou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ne t'occupe pas trop de ce problème parce que tu ne t'inquiètes pas. L'ambassade de Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau a une ambassade à Dakar, elle peut bien se charger de ce problème, ce n'est pas le temps. En tout cas, jusqu'à mon départ en 1998, ce problème n'a pas été réglé. Et les Guinéens continuent, comme les Ghanéens, comme les Ivoiriens, comme les autres, à vivre ces problèmes. Donc, c'est un problème très grave de traitement du noir en général, à l'égard duquel on peut faire ce problème. Le néo-esclavage. Le néo-esclavage, c'est ce qui arrive au Haratin. Vous savez que la Mauritanie, la charia permet à l'esclave d'acheter sa
liberté. Elle permet aussi aux pieux, aux musulmans qui veulent libérer l'esclave sans contrepartie de les libérer. Il y a beaucoup de voies de possibilités d'affranchissement et il y a des haratines qui s'affranchissent par ce biais. Ces affranchis-là, il y a des populations énormes parmi les haratines qui sont affranchies. Mais jamais les liens n'ont été rompus avec les anciens maîtres. Jamais. Ça continue toujours. Et ça date de très longtemps. D'ailleurs, vous connaissez tous l'imam Malik, le rite malikite, dès le premier ère de l'islam, c'est-à-dire, si je ne me trompe, 98 ans après la naissance de l'islam, il a codifié ce code qui permet aux anciens maîtres d'avoir un clientélisme à l'égard de leurs esclaves, de leurs anciens esclaves, et cela continue et s'hérite jusqu'à aujourd'hui. Vous avez donc des générations de haratines qui sont affranchis de fait par la voie légale, par la voie de la charia, mais qui sont toujours esclaves. Ils continuent à donner la sadaqa aux mots, ils continuent de donner la zakat aux mots, c'est une ligne des obligations religieuses très importante qui est faite pour aider les pauvres. Normalement, il n'y a pas de plus pauvres que les haratines, mais en fait, les haratines la donnent à leurs anciens maîtres. Ils s'en servent comme ils veulent. Ils continuent aussi à travailler pour eux si besoin est. Ils continuent à leur donner une partie de leurs filles, de leurs enfants, pour qu'ils travaillent à leur profit. Et donc ça continue comme ça. Ensuite, on ne peut rien faire, et ces haratines ne peuvent rien faire, tant dans leur vie en tant que citoyens, enfin en tant qu'hommes, ils ne peuvent rien faire sans passer par leur ancien maître. Tout est lié aux anciens maîtres. Je reviendrai tout à l'heure sur l'esclavage politique et l'esclavage administratif pour vous donner quelques exemples. Donc les haratines affranchis, ce que moi j'appelle le néo-esclavage, c'est-à-dire l'esclavage après affranchissement, où on est censé être libre, être comme les autres, être libre comme les autres, intégré, avoir le même droit que les autres, mais en fait on en est privé de ce droit-là, et on en a. Ensuite, l'esclavage politique. L'esclavage politique est l'utilisation des haratines et des esclaves, parce que la communauté haratine se compose quand même de deux groupes. Il y a les esclaves et il y a les haratines. C'est très important. Les haratines, ce sont les affranchis, et les esclaves, c'est les abids, ce qu'on appelle les abids. Le mot abid, abd veut dire esclave, le mot abd veut dire esclave, et abid, c'est le pays. Donc, c'est l'utilisation de ces deux communautés à part égale. Aujourd'hui, les haratines n'ont pas plus d'autonomie en politique, n'ont pas plus de participation en politique, n'ont pas plus de droits politiques que les esclaves. Absolument. Ils sont sur le niveau. D'abord, la constitution des hommes. On ne parle pas de cette communauté. La constitution mauritanienne ignore la communauté haratine. Ni sur le plan culturel, ni sur le plan ethnique, ils ne sont mentionnés. Ils existent physiquement, mais en fait, dans la réalité politique, dans l'espace public, ils n'existent pas. Ils sont considérés par contre comme des Arabes et comptés dans cette majorité au nom de laquelle les morts dirigent le pays. Et ça, c'est très important. Et ça ne se négocie pas. On ne parle pas d'eux, ils sont nulle part, on ne les évoque nulle part. Mais par contre, quand les mots disent nous sommes 80% et la majorité nous est acquise parce que nous formons démographiquement 80% de la population, ça, les haratines sont comptés. Oui, ils sont bien comptés. Ça, c'est ce que moi j'appelle l'esclavage politique. C'est très important. Vous savez que traditionnellement, les Maures ont une expression qui dit Zra'ad Besh.
beaucoup de mots. Le mille que contient les bagages, qui est très rangé. Il est bien rangé, il est mangé et bien caché. Personne ne doit le savoir. Les haratines sont tellement importants qu'on les cache. On n'en parle pas. Ils sont très importants, il faut les cacher. Et on les utilise au maximum. Et ça, c'est une forme d'utilisation très grave, dont les mots se servent depuis X temps. C'est très bien que la démocratie n'est pas leur point fort, mais ils sont bien obligés de dire que, voilà, ils gouvernent au nom d'une majorité, et dans cette majorité, les haratis sont bien. Ensuite, les recensements. Alors, les recensements, ils sont complètement ignorés. Vous savez que, en fait, les maîtres peuvent recenser leurs esclaves comme ils le souhaitent, mais s'ils ne le souhaitent pas, ce n'est pas le problème. On les recense selon les circonstances. Si le maître a confiance, il veut recenser ses esclaves, parce qu'il sait qu'ils voteront selon sa volonté, ben il le fait. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Il y a eu des recensements que vous connaissez certainement, certaines d'entre vous connaissent, 1977 et 1988. J'ai un parent qui a participé à celui de 1988. Et il est venu dans 2 ou 3 familles, vous le voyez manifestement, il y avait beaucoup de haratines qui viennent. Il a demandé au maître, mais pourquoi vous ne recensez pas ces gens? Et ils l'ont carrément engueulé. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu parles? Tu veux qu'on recense nos animaux? Tu veux qu'on recense vraiment nos animaux? Ça, ce sont les animaux. Pourquoi allons recenser? Allons recenser les animaux. Donc les maîtres peuvent recenser les haratines quand ils le veulent, quand ils ont confiance. Comme un peu ce qui arrive aux haratines, au problème d'affranchissement. Je m'explique. Le maître, quand il a 40 esclaves ou 50 esclaves, il a plus d'intérêt à affranchir les plus soumis au lieu de les garder. Il va continuer à les nourrir, à les surveiller, et ça lui coûte énormément, alors qu'un esclave soumis, on peut lui donner de la liberté, il peut se mettre là où il veut, on sait qu'il nous donnera de l'argent, il vous donnera de sa récolte, il vous donnera de ses animaux, et tout ce qu'il a, et que surtout, quand vous venez le voir, il va bien s'occuper de vous. Et si demain, vous voulez qu'il fasse quelque chose, il le fera. Donc ce n'est pas l'éloignement qui annule l'esclavage. Pas du tout. Il suffit que mentalement l'esclave accepte l'esclavage pour que le maître dise, mais mon intérêt n'est pas de le garder. Ça ne sert à rien que je le garde, ça vaut mieux donner sa liberté, de toute façon, il est acquis. Donc c'est un peu comme ça qu'au fond les maîtres d'esclaves, s'ils savent que, dans le cadre politique, s'ils savent qu'au besoin, parce que les grands électeurs en Mauritanie, ce sont ces fils des féodaux, ce sont cette féodalité-là, qui eux ont pour interlocuteurs ceux qui cherchent à être élus, les députés, les sénateurs, les conseillers, etc. Eux, ils ne s'adressent pas aux haratis. Non. Les haratis ne sont pas des interlocuteurs valables. On s'adresse aux haratis. On leur dit, voilà, nous avons telle élection, notre fils doit être élu, se présente. Donc, voilà, on négocie tout. Qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse des honneurs, qu'il s'agisse de postes qu'on va donner à cette personne, et ça se négocie entre lui et ceux qui cherchent à être élus. Et le jour J, mais on prendra ce maître d'esclaves qui a promis, qui a reçu les promesses nécessaires, va aller amener ses esclaves, voter et les reviennent. Mais il faut d'abord qu'ils aient confiance en eux. Et ils ne sont utilisés que dans ce cadre. Voilà. Donc ça c'est bon, vous me dites d'avancer. Voilà. Alors maintenant, c'est mon dernier point, l'esclavage administratif, justement. Donc l'esclavage administratif, je vais vous donner, l'administration publique en Mauritanie est un cadre d'exploitation des haratis. C'est très important. C'est un cadre d'exploitation des haratis. Carrément, les Maures utilisent cette administration publique pour exploiter les haratis.
Harati. Et je vais vous donner quelques exemples. D'abord, l'administration elle-même ne considère pas les Haratines comme des administrés de plein droit. Elle les oblige, en fait, sans le dire, sans l'écrire, à passer par leur maître ou ancien maître pour avoir un certain nombre de droits. Vous voulez établir un papier, n'importe lequel, un papier d'état civil, vous passez par votre ancien maître pour l'avoir. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce que ceux qui sont instruits essayent de passer outre. Mais les Haratines encore sont les esclaves soumis, les esclaves encore dominés, les Haratines encore ignorants et mentalement acquis à leur ancien maître, continuent dans cette logique-là. Y compris même pour aller se soigner, vous demandez à votre ancien maître d'intervenir. C'est comme ça. Dans les fins fonds de la Mauritanie, ça se passe comme ça, et même malheureusement dans les villes. C'est très important. L'administration elle-même donc donne cet exemple-là. Elle demande à l'esclave quand il se présente pour signer un acte ou pour témoigner. On lui dit non, qui es-tu et d'où es-tu et quel est ta tribu. C'est une façon de t'obliger à dire que tu dépends de tel maître de telle tribu. On te dit, amen, dites-lui de venir. Faites-vous accompagner par lui. Et comme ça, vous te gagnez. Et c'est comme ça. Donc l'administration est complice de cette situation. Vous savez que dans l'administration, les Haratines travaillent beaucoup plus que les mots dans une administration. Toujours, les mots se déchargent sur les Haratines. J'ai connu une époque, d'ailleurs M. Sow parlait de l'ambassade, du consulat. J'ai connu le consulat parce que j'ai fait 6 ans en tant que consulat. Mais j'ai connu l'époque où j'étais à l'ambassade parce que j'ai fait 6 ans à l'ambassade de Paris, j'étais bien. On était 4 Noirs sur 12 diplomates à faire fonctionner l'ambassade. 4 Noirs. Il parlait tantôt des gens qui ne travaillent pas. Je n'ai pas été dans l'ambassade, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais à l'époque, il y avait 4 conseillers, premiers conseillers, 4 deuxièmes conseillers, il y avait 2 secrétaires. On était au bas de l'échelle, les 4, 2 Haratines et 2 Négro-Britanniques qui faisaient fonctionner le consulat. Et l'ambassadeur ne cherchait pas outre. Il ne pouvait pas tout simplement dire aux autres de travailler. Il ne pouvait pas, parce que c'est des fils de grandes familles. Ils sont nommés là, ils savent comment ils ont été nommés par intervention, par leur poids tribal, et ça se négocie entre le président et l'ambassadeur étant petit pour pouvoir s'occuper de ça. Donc, malheureusement, dans cette administration aujourd'hui, quand vous êtes noir, quand vous êtes Haratine, vous travaillez bien plus que nous. Je vais vous prendre quelques exemples de cas d'utilisation des Haratines. Un maître d'esclave quelconque peut faire recruter son esclave dans l'administration et perçoit à sa place son salaire. Ça existe aujourd'hui en Mauritanie. Un maître n'importe lequel. Il peut se trouver à 400 km de Nouakchott, où qu'il puisse être. Il recrute son esclave par l'administration. Il continue à toucher son salaire. Ça, c'est un cas. Un fonctionnaire de l'État mauritanien peut aussi embaucher son esclave dans l'administration. Excusez-moi. Oui, je continue. Un fonctionnaire peut recruter, je suis en train de lire les exemples pour ne pas se tromper. Un fonctionnaire peut recruter dans l'administration d'esclave alors que celui-ci travaille à son domicile. Vous avez bien compris, un fonctionnaire peut recruter dans l'administration d'esclave alors que celui-ci travaille à son domicile. Il gagne doublement parce qu'il perçoit le salaire de l'esclave, bénéficie à la fois du salaire de l'esclave et du travail gratuit à son domicile. Ça, c'est une forme d'exploitation qui existe aujourd'hui en Mauritanie. Un fonctionnaire peut avoir un esclave qui travaille chez lui. Or, le fonctionnaire est complice des textes juridiques. Nous violons délibérément la loi en connaissance de cause, c'est le cas de Mint Bakarvan de la BCM. Alors, vous savez, voilà, connaissant l'attitude de l'administration par rapport à Harati, connaissant la politique non dite, non écrite, tous les mots fonctionnaires, rarement vous trouvez un mot sans esclave.
de morts fonctionnaires de l'État, je dis bien l'administration publique, ont des esclaves. Qu'il s'agisse de magistrats, de policiers, de commissaires de police, d'ambassadeurs, ils ont des esclaves chez eux. J'ai dénoncé en 2002, dans le Crédit Hartani, le cas d'une esclave au Canada, avec un mot qu'il a amené au Canada, ambassadeur de Mauritanie, Cheikh Naoui Hadrami, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, et qui a été dénoncé, le cas a été dénoncé par un directeur d'école parce qu'elle amenait la petite fille de 12 ans, amenait les filles de Hadrami à l'école et retournait. Alors que manifestement, elle avait leur âge et le directeur s'est interrogé pourquoi elle aussi ne va pas à l'école. Et quand il a demandé à voir M. Hadrami, Hadrami lui a dit c'est ma fille. Il lui a montré un passeport diplomatique sur lequel figure le nom de cette petite fille. Il a dit si elle est votre fille alors, elle doit aller à l'école parce qu'ici on va à l'école à cet âge. Voilà. Finalement, le ministère des Affaires étrangères canadien a été saisi de ce problème et il a demandé, il a déclaré que Hadrami était persona non grata. Il est parti, mais malheureusement, il a amené cette petite fille esclave en Mauritanie et son sort, personne ne s'en est soucié. Il est retourné donc à son bercail d'esclave. Donc, le cas il y a beaucoup de cas. On a soulevé en 2007 un cas dans le Trarza, dans la commune de Tekan, que nous connaissons parfaitement parce que je suis de cette commune, et on l'a soulevé. Ça n'a jamais intéressé personne, et la société civile encore moins. Donc l'intervention des militants pour dénoncer ces cas d'esclavage de Mitbakar est très important. Et c'est une première, parce que jamais un cas d'esclavage du fait d'un fonctionnaire n'a été dénoncé. Jamais. Jamais ça n'a été porté devant un commissariat de police. Jamais ça n'a été porté devant la justice. Donc il faut que vous sachiez, c'est quand même une première, et c'est à tout l'honneur de ceux qui l'ont fait. Parce que c'est une réalité qu'on tait. Qui ignore que tous les mots en Nouakchott possèdent des esclaves? Qui ignore que les ministres possèdent des esclaves? Qui l'ignore? Mais les partis politiques, les associations, y compris des Haratis, dirigés par des Haratis, s'étaient là-dessus. Il y avait un consensus pour ne pas dévoiler cette situation. Or, c'était vrai. Deuxième chose à dire à ce sujet, c'est que la dénonciation a été faite quand même par plusieurs associations et partis politiques. C'est aussi une première. Ce n'est pas Biram qui est parti seul. C'est aussi d'autres associations, dont partis politiques, l'IRA, plus APP, plus cela, plus FLAIR, le Front contre l'esclavage, le racisme et l'exclusion en Mauritanie. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît M. Ba Alidou, qui est voilà, qui sont membres et qui ont participé aussi à cela activement. Les militants, comme toujours, sont arrêtés. Les militants anti-esclavagistes, anti-racistes sont toujours arrêtés en Mauritanie. Ça, ce n'est pas une première. Ça est toujours le cas. Toujours. Et l'auteur des faits a toujours été innocenté. Quand on a porté le cas le 13 décembre devant la justice, devant le commissariat de police d'Arabat 1, on a cherché tout de suite à innocenter Mitbakar Val. Je rappelle que Mitbakar Val et d'une grande famille, d'une grande tribu en Mauritanie. L'Addeman, c'est une partie un peu, la moitié de ce qui occupait le Trarza, ce qui occupait l'émirat de Trarza, qui ont toujours prétendu à cet émirat, qui sont les rivaux de l'Ahmed Moudaman, qui sont l'opposé d'eux. Et aujourd'hui, l'État est dirigé par un chef d'État qui est lui-même d'origine aussi arabe. Arabe, ça veut dire arabe ici, pour moi, c'est différent des Berbères. C'est des Hassan qui ont toujours dirigé la Mauritanie avant l'arrivée des Français. Et il est son cousin. Et donc, la solidarité raciale a joué à son égard dans un premier temps.
Mais il y a eu quand même un événement important. C'est que la presse internationale, la pression interne, le front interne de lutte, le front extérieur de lutte, ont fait tellement de pression qu'il ne pouvait pas ne pas l'arrêter. Il a été finalement arrêté. Il a même connu la prison. Et c'est une première. Jamais un mot n'a été en prison pour des pratiques esclavagistes. Jamais. Jamais. Mais, finalement, après cette prison, elle est sortie et on lui a ouvert la TV mauritanienne pendant 2 heures de temps pour présenter son innocence en mettant tout le matraquage nécessaire, en amenant les 2 fillettes victimes de l'esclavage, en amenant les parents de ces 2 fillettes qui devraient tous témoigner en sa faveur pour dire que ce n'est pas un cas d'esclavage. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. La Mauritanie, l'État mauritanien continue à nier l'esclavage, à le nier, et si on présente un cas, on s'évertue après à le nier, à faire tout pour le faire, pour dire que ce n'est pas un cas d'esclavage. On y sent toujours ceux qui pratiquent l'esclavage. Et ce sont ceux qui dénoncent l'esclavage qui finissent en prison. Voilà. Je vous remercie.